Vermeer is fully integrated. We take raw steel and we make machine drawings, so we make assembly drawings. We do virtually everything right here on the mile. Vermeer, when I started, was a $300 million company. Now it's a $2 billion company. SolidWorks has grown with us to the size that we are today. When I started, it would have been '89, and drafting boards were the tool at the time at which we created our engineering drawings. Then we wanted to get into assembly drawings, and that's when we got into trouble. 2D collapses and falls apart. We'd have all the parts laid on top of each other, but that was only in one dimension. It's very common to design something up and then find out these parts don't even fit together. And so how do we move to the next step? And that's when we knew we had to start thinking in 3D. It became, who are we going to team up with to move towards the next one? It became SolidWorks. SolidWorks was brought on board in 1999. We were the first SolidWorks customer to have over 100 seats of SolidWorks. The speed, comparing 2D to 3D, there's a huge difference there. We had to do overlays because we could only put 32K in one file. It didn't require the engineer to have so much imagination about how parts fit together. It made the engineering job so much easier. When I saw SolidWorks, I was like, this is going to completely change and revolutionize mechanical design. The ability and the power that has grown with it over the time has really been nice, where before we could pull in a few parts, small assemblies, just because of the hardware limitations. Nowadays, I can pull in an entire machine of thousands of parts, and it runs quite well. We can model things, we can learn how things fit before we build the physical thing, which really accelerates our time frame. And that all was about how we communicate the complexity of our machines throughout the organization. That ability of SolidWorks to bring things older, newer, more quickly, it just continues to accelerate. It allows us to offer repair parts. It allows us to keep designs similar from older and newer things rather than having to do complete start over. We can always use some amount of past data to help us with those future things. And now we're getting into the simulation type things, that confidence that if you have a design, you really understand what the loading's going to do to it, how the parts are going to fit together, you understand how they move together. That really allows you to focus on the actual engineering and designing things. Makes the job continue to be fun. In July of 2018, we had a EF3 tornado. This one didn't stop. This one actually did hit. And so we lost, I'm going to say, a third of our manufacturing square footage. And our goal was to actually get back up into production. Part of that was to find different manufacturing locations throughout the area. We were scattered out and about, and we were still able to function. We were back up into full production in 60 days. The year of the tornado, we had a record year. The backbone that we put in to run SolidWorks, we were able to run it at any location. The partnership with SolidWorks and Dassault Systems continues to grow. We would not be the company we are today without SolidWorks. It is used for 100% of all our mechanical CAD design, and we use it worldwide. Over the next 10 to 15 years, I expect the Vermeer SolidWorks relationship to continue to grow, to solve the new problems, to leverage the new technology. The next generation can come and see the work of the past, and then we can keep absorbing and growing our knowledge base as a company. Bonjour à tous, bienvenue pour la suite de la journée. Aujourd'hui, on va donc basculer sur la présentation donc, des nouveautés SolidWorks et 3D Experience. Donc, je suis accompagné aujourd'hui de Pauline. Bonjour. On sera un binôme pour passer d'un sujet à un autre pour vous illustrer les modifications, les nouveautés qu'il y a pu avoir dans les outils. J'ai beaucoup apprécié le témoignage de la société Vermeer qui retrace en fait leur évolution au travers des années, leur usage de SolidWorks. Pour information, c'est vraiment un partenaire historique de SolidWorks qui a partagé des modèles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une grosse machine qui faisait du broyage de végétaux. Et cette année, ils ont été encore plus loin en nous partageant un nouveau modèle
Je vous propose de regarder, on a déjà vu un petit peu tout à l'heure. La société Vermeer nous a partagé effectivement ce nouveau modèle de foreuse, donc un modèle assez complet, assez volumineux, avec plein de métiers différents. Vous l'avez vu dans la petite vidéo, de la méca, de la tôlerie. Il y a des assemblages complexes, il y a plein de choses. Et avant de rentrer dans le détail des nouvelles fonctionnalités, je voulais partager aussi un point important. On l'avait déjà présenté l'année dernière, mais il faut savoir en fait que le rythme des nouveautés a évolué en fait avec la 3D Experience. Auparavant, on avait une version majeure, la 2025, la 2026, et les principales nouveautés étaient vraiment dans la version majeure. Les service packs servaient principalement de correctifs. Désormais, en fait, il faut savoir que les nouveautés, que ce soit dans SolidWorks, dans la 3D Experience, elles apparaissent en fait aussi à chaque FD. Vous entendrez aussi parler de ce terme. Et on voit que tout au long de la vie de toute l'année qui s'écoule, vous avez en fait un certain nombre de nouveautés qui sortent. Donc aujourd'hui, on va vous présenter principalement les nouveautés 2026, mais également un certain nombre de nouveautés qui sont sorties durant l'année. Alors, il y a peut-être des clients qui sont à jour, qui suivent toutes les mises à jour et qui ont bénéficié, mais qui sont peut-être passés à côté. L'idée, c'est de vous présenter, de vous illustrer toutes ces nouveautés durant cette présentation. Un petit point sur lequel on voulait revenir, tout à l'heure, Benoît en a parlé, la notion d'un nouveau nom en fait, à SolidWorks. On va avoir SolidWorks Design Connected, SolidWorks Design Augmented. En fait, globalement, c'est l'outil SolidWorks que vous connaissez aujourd'hui. Il avait besoin d'avoir un nom. SolidWorks, c'est une marque. Donc, ils ont créé un nom, SolidWorks Design, qui va permettre d'identifier facilement la solution. Et après, finalement, deux environnements possibles. Vous avez vos licences historiques aujourd'hui qui sont à l'achat avec de la maintenance associée, qui peuvent être en fait connectées à la 3D Experience avec un connecteur. Et là, on va parler du coup d'une solution d'un SolidWorks Design Connected. Et vous avez désormais la possibilité aussi d'acheter des licences sous forme de location, directement connectées à la plateforme. On les exécute, on les lance depuis la plateforme. Et là, on va parler en fait de SolidWorks Design Augmented. D'accord ? Donc, c'est deux termes que vous pourrez peut-être retrouver lors de l'acquisition de nouvelles licences, lors de changements éventuellement de vos maintenances. Sachez aujourd'hui qu'il existe aussi des X-Apps qui existent, avec SolidWorks X-Design, qui est là où on a du SolidWorks Full Cloud qui permet d'accéder à des outils. Donc, juste pour synthétiser, SolidWorks Design, c'est le nom finalement, le nouveau nom de SolidWorks. Il y aura toujours Standard, Pro, Premium. Le SolidWorks qui se connecte à la plateforme, c'est le SolidWorks Design Connected, donc avec des licences fixes, des licences flottantes, une maintenance associée, les mises à jour que vous faites à votre propre rythme. Et le SolidWorks Design Augmented, qui est en fait directement connecté à la plateforme, qui est directement intégré à la plateforme, et qui va faire en fait les mises à jour automatiquement. À chaque FD, justement, on aura accès aux mises à jour de SolidWorks. Okay ? C'est clair pour toi, Pauline ? J'ai retenu, c'est bon. Et Design Connected. Il y a un questionnaire à la fin. Et je vous propose qu'on regarde les pièces et les fonctions. Je te passe la zapette. Alors, on va faire un jeu de zapette tout le long de la présentation. Alors, sur la partie pièces et fonctions, je vais d'abord débuter sur toute la partie tôlerie. La petite nouveauté, pour tout ce qui est tôle pliée, de base pliée, vous allez pouvoir mettre un décalage par rapport à l'esquisse. Du même principe que ce que vous utilisez actuellement pour les extrusions, vous pourrez la placer par rapport à un plan, une surface ou une arête, ce qui va vous permettre de décaler en fait, l'extrusion de votre tôle par rapport à son esquisse.
Je continue toujours sur la partie de la tôlerie, puisqu'on a eu aussi une amélioration sur tout ce qui est tôle pliée sur arête. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait déjà une évolution où on pouvait faire des longueurs multiples. Et cette année, on peut adosser en fait une longueur par rapport à un élément comme un sommet, ce qui va permettre de pouvoir adapter en fait la longueur de la tôle par rapport à un environnement. Autre chose, on va parler des coins brisés. Donc les coins brisés, c'est tout ce qui est congé et chanfrein propre à une tôle. Et donc ici, on va avoir une nouvelle option qui va vous permettre de collecter l'ensemble des coins brisés. Donc pas besoin en fait de le faire de manière manuelle avec la sélection des arêtes ou des surfaces. Système de structure, je ne sais pas si ça vous parle, si vous l'utilisez pour ceux qui font tout ce qui est construction soudée. C'est arrivé en 2018 et ça se voit améliorer continuellement chaque année. Cette année, on a amélioré tout ce qui était gestion des coins complexes, comme on peut le voir ici quand on a plusieurs profilés, avec une nouvelle fenêtre qui va vous permettre d'avoir toutes les combinaisons possibles sur lesquelles vous allez pouvoir naviguer, avoir la représentation graphique qui permettra d'avoir quelque chose de plus clair et limpide. Toujours sur ces éléments, je vais parler des propriétés. Donc là, on est sur une pièce à corps multiples, mécano-soudés, avec différents profils mécano-soudés. Chaque profil a ses propres propriétés. En l'occurrence, ici, on a tout ce qui est description, longueur totale et autres. Et là, la nouveauté, c'est qu'on va pouvoir mapper ces propriétés pour les remonter au niveau des propriétés personnalisées du document. Donc ça peut être pas mal lorsqu'on veut vraiment cibler que quelques datas qu'on veut remonter, par exemple aussi dans un PDM derrière, pour récolter la longueur totale ou la description propre à un élément. Amélioration sur tout ce qui est gestion des équations. Pour ceux qui utilisent des équations au niveau des esquisses ou des fonctions, lorsqu'on supprime une fonction ou une esquisse, il fallait retourner dans le tableau de la gestion des équations pour les supprimer. Là, lorsqu'on va supprimer l'élément, vous pourrez avoir une option qui va permettre, par la même occasion, de supprimer l'équation, ce qui sera beaucoup plus simple aussi. Ensuite, je vais parler des points de référence, tous les points qu'on met en termes de géométrie des références au niveau de la création des esquisses, vous pourrez les créer de manière numérique, ce qui permettra de définir directement des valeurs numériques à la place de créer une esquisse et positionner par la suite des cotations. Je vais parler du cube de visualisation, qui vraiment nous permet en fait d'avoir l'encombrement maximum de la pièce. Lorsque on a des pièces qui peuvent être spécifiques, c'était complexe de pouvoir l'adapter. Là, ce qu'on va pouvoir utiliser, c'est les systèmes de coordonnées, qui va permettre de l'adapter par rapport à l'environnement, et par la même occasion de suivre si on a plusieurs configurations. Petit tips, alors ça c'est plutôt pas mal, on va pouvoir épingler tout ce qui est Property Manager au niveau des congés ou des chanfreins. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir réaliser une succession d'actions sur les congés. Donc, je peux engager plusieurs paramètres différents et donc exécuter plusieurs congés sans avoir à relancer mon Property Manager. Alors ça, c'est valable du coup pour les congés et pour les chanfreins. Tips aussi, alors ça c'est plutôt aussi pas mal parce que lorsqu'on utilise les esquisses et qu'on lance une esquisse rectangulaire et qu'on s'aperçoit non, au final le carré aurait été plus avantageux, il fallait soit relancer du coup l'esquisse, soit du coup positionner toutes les relations manuellement dans la continuité. Là, on va pouvoir utiliser la touche Mage qui va permettre automatiquement de créer en fait un carré avec toutes les relations qui vont bien avec. Je vais parler au niveau des propriétés. Alors ça, c'est plus pour les utilisateurs de la plateforme 3D Experience. Vous aurez un formulaire qui s'affichera à la création d'un nouveau fichier, pièce ou assemblage, vous permettant de mapper en fait les données. Donc ça va être toutes les propriétés que vous allez pouvoir enrichir. Donc ça, c'est personnalisable en fonction de ce que vous avez besoin, de manière à les remonter de manière automatique dans la plateforme 3D Experience, sans avoir à potentiellement commencer la conception. J'ai fini pour la partie pièces et fonctions. Je laisse Guillaume continuer pour la partie assemblage. Continue sur les assemblages, effectivement. Donc, cette année, avec un nouveau mode d'enregistrement pour les assemblages. Là, vraiment dans une volonté d'optimiser les performances, quand vous allez faire des modifications purement cosmétiques. Si on vient dans une pièce, on fait une modif, on crée un plan,
on le déplace, on va venir faire des modifications. Il y a une information au niveau de l'assemblage disant que pour l'instant, tout ce que l'on est en train de faire, c'est que du cosmétique. Et l'assemblage ne s'enregistrera pas. Si on regarde, voilà, pareil, on fait une modif sur l'esquisse, on vient changer un coloris, on vient appliquer une texture, un décalque, on change une dimension, finalement on l'annule. Pas de modification de géométrie, pas de changement de position en fait, des composants. Ça n'a pas d'impact en fait, sur l'assemblage. Ce n'est que de la cosmétique au niveau de mes composants. Et bien, en fait, quand je vais enregistrer ici mon assemblage, vous voyez, il y a une petite astérix qui apparaît à côté du nom de l'assemblage. Et bien, vous voyez, il n'enregistre que les composants qui auront été modifiés en termes d'apparence dans le fichier. Donc ça va permettre de faciliter l'enregistrement. Un autre point aussi, là, une amélioration sur l'ergonomie au niveau des tables, quand on fait des états d'affichage ou quand on fait des configurations, vous avez la possibilité d'avoir une table qui gère l'ensemble des éléments. Et là, vous voyez, en fait, dans les menus, on a plus de possibilités. Quand on déroule un menu déroulant, on a des informations qui apparaissent automatiquement. Si je vais configurer un de mes composants, je vais avoir automatiquement les différentes caractéristiques que je peux piloter dessus. Est-ce que je veux le supprimer? Est-ce que je veux le mettre dans un état de suppression? Est-ce que je veux changer ses contraintes? On va avoir directement accès, donc beaucoup plus facile en termes d'usage au quotidien. On a parlé un petit peu d'IA, et là on va voir une des premières fonctions intégrées en fait, à SolidWorks, c'est le positionnement automatique de tout ce qui est composant de visserie. Là, un composant, alors, il n'y a aucune référence de contrainte, il n'y a pas de préparation du modèle. Je prends un fichier que j'ai téléchargé sur le web, je l'intègre dans mon assemblage et automatiquement, en fait, les composants viennent se positionner dès qu'il identifie un perçage. Il va venir placer la vis dans mon trou. Donc ça, on va commencer à avoir ces différentes fonctionnalités. Et autre amélioration, cette fois-ci sur les performances. L'année dernière, vous l'aviez vu, quand on avait une option qui faisait que quand on développait l'arbre d'un assemblage allégé, les composants passaient automatiquement en résolu. Ce n'est pas forcément le résultat souhaité pour tous les utilisateurs, donc on va avoir la possibilité de remettre l'ancien fonctionnement et de dire, moi, quand j'ai un assemblage allégé, tant que je ne demande pas l'action en fait, de résoudre mon composant, il reste dans cet état allégé et je peux comme ça naviguer plus facilement et optimiser en fait, les performances sur l'utilisation. Alors, je vous parle de performance. On va parler d'ouverture sélective. Alors, c'est un nouveau mode qui vient d'apparaître dans la 3D Experience en lien avec la SolidWorks. L'idée, c'est de se dire, dans la 3D Experience, j'ai des performances qui sont bien meilleures pour la visualisation, pour l'accès aux données. Dans SolidWorks, quand je veux travailler sur certains ensembles qui sont dans différents sous-ensembles, je suis obligé d'ouvrir l'assemblage principal, d'isoler certains éléments et de dire je travaille que sur ça. Ce qui va être très intéressant aujourd'hui pour les utilisateurs 3DX, si vous avez en fait l'ensemble de votre modèle dans la 3D Experience, vous allez pouvoir ici créer des filtres par sélection. Vous allez dire tiens, j'aimerais prendre ce sous-ensemble-là, celui-ci, la pièce de tel assemblage et crée-moi automatiquement en fait un filtre. Donc je prépare en fait mon travail dans la 3D Experience et quand je suis dans SolidWorks, je lui dis tout simplement, je veux ouvrir l'assemblage de premier niveau, mais filtré. Et donc là, j'ai accès à un filtre, je le glisse dans SolidWorks, et je peux poursuivre en fait, mon travail de conception, d'ajout de nouveaux composants, mais en étant dans le contexte de l'assemblage principal. Les éléments en fait, sont simplement filtrés. Et ces filtres, en fait, ils peuvent être utilisés à plusieurs niveaux. On pourrait filtrer par rapport à des propriétés, dire isole-moi tous les composants hydrauliques. Il va me les isoler. Finalement, je veux que la partie qui se trouve à l'avant de ma foreuse. J'isole ces composants, je crée un nouveau filtre. Je peux l'affecter dans une tâche, éventuellement pour un collaborateur. Donc là, on rentre dans les process potentiels de la 3D Experience. Et le collaborateur, dans SolidWorks, lui, il accède à sa tâche, il ouvre le filtre et il vient faire son travail, encore une fois, de modélisation, mais dans cet assemblage principal. Vous voyez, à chaque fois, je suis dans l'assemblage SolidWorks 1000 Top Level Assembly. Je suis vraiment dans le contexte de l'assemblage de premier niveau. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et du coup, on va pouvoir imaginer, dès le départ, des configurations ou des visuels simplifiés en disant, tiens, j'enlève la cabine, je mets la cabine, on veut isoler telle partie de notre modèle. Ce filtre-là, il a aussi
un statut, une maturité, on pourrait le gérer, le faire évoluer, le tracer de la même manière en fait, qu'un fichier CAO. Et il va être intégrable, typiquement, là, dans une mise en plan, même principe. Je peux réutiliser ce filtre. Si on regarde les relations sur cette mise en plan, on est bien lié en fait, au filtre de l'assemblage principal. Donc là, vraiment, en fait, une nouvelle approche, une nouvelle façon de pouvoir gérer des très gros ensembles en disant, tiens, j'ai besoin simplement de récupérer l'implantation de mon modèle, telle ou telle machine, et je fais ma conception dans SolidWorks. Ça peut être vraiment très, très intéressant en termes de conception. Mise en plan? Non. Toi, du coup. Merci. Alors, au niveau des mises en plan, on a amorcé déjà la chose un peu ce matin. Encore une fois, sur la partie IA, pour les utilisateurs de la 3D Experience, on va avoir du coup un moteur génératif qui va venir vraiment automatiser la génération des mises en plan. Et ça, c'est top. Puisque là, on peut le voir avec la fenêtre, il va venir charger. Vous allez pouvoir voir l'exécution de la création des mises en plan. Alors, comment ça fonctionne? En gros, on va venir préprogrammer un petit peu le template en disant, tiens, moi, je veux en fait telle information, c'est-à-dire des vues en coupe, je veux une nomenclature, bullage, tolérance géométrique, etc. Et à partir de là, lui, il va travailler. Il va adapter en fait toutes les informations, les positionner en fonction des différentes vues. Et en plus de ça, il va adapter en fait l'échelle par rapport à la taille de la feuille. Et l'objectif, c'est qu'il apprenne au fur et à mesure en fait, de la cotation, au fur et à mesure que vous allez faire des mises en plan, il va apprendre en fait, de votre façon de faire pour que les mises en plan prochaines soient les plus adaptées par rapport à votre métier. Donc c'est vraiment progressif. C'est vrai que l'intelligence artificielle, on voit vraiment les gros bénéfices. Ensuite, alors, ça, c'est pas mal aussi. C'est plutôt pour organiser à notre manière. Les lignes magnétiques que vous connaissez actuellement pour le bullage, vous pourrez les utiliser pour tout ce qui est annotation. Donc, ça me permettra d'agencer plus facilement vos mises en plan. Nouveauté, de permettre d'avoir une option de ce qu'ils appellent une ligne de cassure. C'est-à-dire que là, quand on a des successions de cotations, des fois, ce n'était pas très lisible quand elles étaient superposées, puisqu'on avait les lignes qui s'entrecroisaient. Désormais, en fait, ces lignes de cassure vont permettre d'ajuster des coupures par rapport aux cotes existantes de la mise en plan. Et ça s'adapte en fonction des mises à jour que vous pouvez, lorsque vous déplacez en fait, les cotations. On va parler de tolérance géométrique. Il y a quelques années, je ne sais plus, je crois que c'était il y a 2 ans, où on a vu arriver en fait une nouvelle fenêtre qui permettait avec plus de facilité de venir chercher nos tolérances géométriques ainsi que les différentes informations. Cette année, ça a été enrichi, c'est-à-dire qu'en fonction de la plage que vous utilisez dans votre tolérance géométrique, on peut venir additionner de l'information complémentaire, telle que des symboles ou du texte. Donc là, vous choisissez en fait ce que vous voulez indiquer et vous pourrez le faire avec les petits plus qui sont adossés à vos tolérances géométriques. Alors oui, pour ceux qui utilisent en fait des normes spécifiques pour tout ce qui est symbole d'état de surface, donc ça c'est des choses que déjà de base vous pouvez prédéfinir dans vos propriétés du modèle. Une fois que vous le définissez, ce qu'on va pouvoir ajouter, c'est des indicateurs propres justement à ces symboles, qui permettra de positionner en fait ces informations lorsque vous allez venir entre guillemets dégainer le symbole d'état de surface, de cocher tout simplement les indicateurs que vous souhaitez. Alors, on va parler des nouveautés au niveau un peu des nomenclatures. 2-3 petits trucs qui sont hyper intéressants, je trouve, et qu'il y a vraiment besoin côté utilisateur. La première chose, c'est que vous allez avoir une vue sous forme de mise à plat, c'est-à-dire qu'il va mettre à plat en fait l'ensemble des pièces et des sous-ensembles. Donc là, il va combiner en fait toutes les pièces identiques à votre structure, au lieu de l'avoir en fait à différents niveaux, et idem pour les assemblages. Autre nouveauté au niveau des nomenclatures, c'est plutôt de pouvoir lier une nomenclature par rapport à un état d'affichage. Alors ça peut être pratique lorsqu'on veut vraiment cibler juste une partie du produit. Donc là, vous avez votre état d'affichage qui est utilisé dans l'environnement 3D, et une fois qu'on fait appel à cet état d'affichage dans la mise en plan, on va pouvoir venir chercher sa nomenclature. C'est une astuce qu'on utilisait en fait quand on avait des assemblages volumineux en fait, plutôt que de faire des configurations, passer par des états d'affichage pour venir alléger le modèle et du coup pouvoir adapter la nomenclature en face. Ça peut être vraiment très intéressant aussi. Ouais, c'est vrai, on privilégie de plus en plus du coup les états d'affichage. Ouais. Et là du coup, je pense que vous avez vu, après ça a été rapide, mais... Revenir en arrière si tu veux. Ouais, bon, l'idée c'est, si je fais ça, et ça, normalement, hop, oui.
c'est un plan tableau. Merci Guillaume, parce que je n'avais pas le nom, plan tableau. Parce que le plan tableau, en fait, va vous permettre maintenant, dans la mise en plan, d'avoir en fait un tableau des différentes configurations de vos pièces. Donc ça va être top, puisque du coup, ça va permettre de lister toutes les variantes dans le tableau, comme vous pouvez voir ici, à la place de faire appel à chaque fois à la pièce pour pouvoir venir du coup afficher les dimensions ou les informations. Ah oui, alors ça c'est aussi pratique, puisque pour tous ceux qui utilisent les propriétés dans les mises en plan, donc on a en fait le fond de plan avec différentes notes et plusieurs notes qui comportent des propriétés. Jusqu'à présent, lorsqu'on voulait regarder en fait à quelle propriété on faisait appel via la note, il fallait du coup éditer individuellement chaque note. Là désormais, on va avoir un système d'affichage qui en une seule fois, on pourra du coup visualiser quelle note appelle à quelle propriété du document. Ça, c'est plutôt pour les utilisateurs de la 3D Experience au niveau des tables de révision. Donc ici, on voit qu'on a une table de révision avec différentes révisions. Et ce que vous allez pouvoir du coup indiquer, c'est que peu importe le nombre de révisions que vous avez, vous pouvez avoir une option qui va vous indiquer que vous voulez toujours garder la première révision. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir définir, moi je veux afficher par exemple que 2 révisions, alors que j'en ai 5, la dernière et la première. Alors SolidWorks MBD, qui est un add-in qui permet en fait de faire des annotations dans le 3D. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est des choses que vous pouvez faire avec DimExpert. Et en fait, chaque année, effectivement, il y a son lot d'améliorations. Là, ce qu'on a été ajouté cette année, c'est de pouvoir afficher et cacher des annotations. Donc ça peut être pratique lorsqu'on a vraiment beaucoup d'informations dans l'espace graphique pour alléger. Et dans le DimExpert Manager, donc c'est les onglets qu'on a sur la gauche, ce qu'on va retrouver, c'est la possibilité d'avoir un filtre. Sans transition, on continue sur la partie routing. Donc pour les utilisateurs qui font aujourd'hui du câblage dans SolidWorks, vous avez la possibilité, en fait, dans le module routing, d'ajouter une gaine autour de votre câble et de spécifier ici toute sa définition. Donc le matériau qui est utilisé, son épaisseur, ses différentes caractéristiques. Et vous voyez que ça définit, là, au fur et à mesure, que j'ajoute un certain nombre de couches. Je vais avoir la possibilité, en fait, en 2026, de pouvoir créer un favori. Un peu comme dans l'assistant de perçage, dans les annotations, avoir des favoris que je réutilise en fait, régulièrement. Ça va me permettre de gagner du temps. Et lorsque je vais, là, on va valider, on va créer notre gaine. Et quand je vais l'appliquer sur un autre routage, j'édite mon routage. Je dis que je veux mettre une gaine tout autour. Et donc là, plutôt que de refaire cette définition, je viens ici dans mes favoris et je lui dis j'utilise celui que je viens de créer. Donc on va optimiser ce travail de définition. Autre amélioration, là c'est peut-être une fonctionnalité que certains utilisateurs de Electrical 3D connaissent. C'est la possibilité de faire un routage automatique. Alors, on peut déjà le faire en électrique. Mais là, on va avoir la possibilité de s'appuyer sur une ligne guide. Donc ça va être pratique. On va pouvoir prédéfinir le passage de notre câblage en lui disant il faut que tu passes à l'intérieur d'un modèle, il faut que tu évites tel ou tel composant. Vous voyez, j'ai fait une ligne prédéfinie. Et en fait, il va venir suivre automatiquement. Quand il va venir raccorder mes 2 éléments, suivre cette ligne-là, et automatiquement, je vais avoir ma longueur de câblage qui va être calculée, les 2 éléments qui vont être connectés aux 2 extrémités, mais en ayant suivi en fait, cette ligne guide. Et dernière amélioration sur la partie routage, là aussi, une fois qu'on a fait notre routage électrique, en fait, on le met à plat et on vient faire notre mise en plan. Et on va voir aujourd'hui, quand on va changer de fond de plan, si on se dit, tiens, je suis parti sur un A3, je veux passer sur un A4 ou inversement, en fait, on va avoir une mise à jour automatique des fonds de plan, de la vue, pardon. Et vous voyez, automatiquement, je change de fond de plan, je passe de l'un à l'autre. La vue, les dimensions se remettent à jour automatiquement. Les tables s'ajustent et s'adaptent à chaque fois que je change de format. Donc là, si j'ai besoin de retoucher cette partie-là, ça va se faire de façon plus efficace. Alors, sans transition, sur la partie Visualize, donc l'outil de rendu réaliste de SolidWorks, premier point intéressant, le support des matériaux DSPBR dans SolidWorks. Des matériaux en fait, qui sont très réalistes, avec des reflets, avec des profondeurs. Pour ceux qui sont adeptes des nouveautés, en fait, c'était une nouveauté de l'année dernière dans SolidWorks Visualize, le support de ces matériaux. Et en fait, vous voyez peut-être un peu venir, une des principales nouveautés en fait, dans SolidWorks 2026, c'est aussi l'intégration de Visualize dans SolidWorks. On avait
PhotoView, qui existait auparavant, qui était intégré, qui a été retiré en 2024. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont dit qu'ils préféraient travailler en fait, dans l'environnement SolidWorks. Ils n'ont pas besoin d'avoir un deuxième outil. Et du coup, là, vous avez l'intégration directement de SolidWorks Visualize, l'utilisation des matériaux de SolidWorks avec maintenant de nouvelles capacités pour faire vos rendus réalistes directement dans votre environnement SolidWorks. Ça ne veut pas dire que l'outil autonome n'existe plus. On a toujours cette capacité d'avoir SolidWorks Visualize de manière autonome. Et là, vous le voyez, en fait, les performances, elles ont été encore améliorées. On utilise maintenant aussi les cartes AMD. On a vraiment facilité, optimisé les performances. Vous voyez, là, je manipule le modèle. Il n'y a plus la pixelisation qu'on pouvait avoir dans d'anciennes versions. Il y a un gros travail qui a été fait à ce niveau-là. On continue sur le gain de perf. Je te donne la main. Merci. Alors, on va parler d'interface utilisateur, d'import et tout ce qui est performance. Première chose qui est plutôt sympa, lorsqu'on veut charger des fichiers neutres plutôt conséquents, je pense notamment aux steps, là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est de les charger en arrière-plan sous forme de liste d'attente. Donc, en fait, vous aurez fil ici qui va permettre de vous voir un petit peu le statut d'avancement du chargement. Et donc, vous pourrez du coup tout continuer à travailler lorsque lui va continuer en arrière-plan à travailler pour vous sur l'ouverture des documents STEP. Ensuite, on va parler des filtres de sélection. Il y a plusieurs choses qui ont été améliorées. Déjà, au niveau des filtres de sélection des composants, qui permettra, dans un assemblage, de cibler plus facilement les composants et de changer, par exemple, le matériau ou de les supprimer. Idem pour la partie des fonctions. Lorsque vous serez dans un environnement pièce, vous aurez du coup la sélection des fonctions qui permettra, comme là on peut voir en termes d'exemple, changer les congés en une seule fois. Toujours au niveau des filtres. Alors ça, je pense que ça peut intéresser la plupart d'entre vous qui utilisent des fichiers de fournisseurs conséquents, où là, on a un fichier STEP multicore. On va avoir un filtre sur cette notion de multicore qui sera piloté par un petit curseur et qui va permettre de cibler en fait des tailles de composants, c'est-à-dire que tous les composants inférieurs à 2 mm, je prends un exemple, qui se situent dans telle zone, je vais les supprimer. Donc là, on va vraiment gagner en termes de temps sur la simplification des documents. C'était quelque chose qui existait dans le mode assemblage, mais malheureusement qui n'existait pas dans le multicore. Donc, quand vous aviez des fichiers importés, c'était plus compliqué à simplifier que dans un mode assemblage. Et c'est vrai que les fichiers STEP, souvent, ça reste quelque chose qui est sous forme de multicore. Ouais. Alors ça, c'est aussi lorsque, vous savez, on ignore les messages parfois. Au bout d'un moment, on en a marre, hop, on met message ignoré. On pouvait les retrouver directement dans les options du système. Et là, la petite astuce, c'est qu'en bas à droite, vous aurez en fait un icône qui vous indiquera qu'il y a en fait des messages ignorés derrière. Et vous pourrez du coup, avec votre curseur, aller survoler et voir un petit peu de quel message il s'agit. Alors, on parle chaque année de performance, c'est vrai. Et là, ils ont vraiment travaillé aussi sur un an. Alors, il y a toujours en fait des performances qui sont bien ciblées. Là, ils ont travaillé sur tout ce qui était reconstruction. Et ils ont pu faire des tests avec des grands ensembles pour comparer et voir qu'on est jusqu'à 30% de gain en termes de temps de reconstruction. Ils ont ajouté une personnalisation d'interface. C'est un workspace en mode interface simplifiée que vous allez pouvoir du coup activer, dans le but de vraiment avoir une interface plutôt minimaliste. Et ça se crée en fonction des derniers documents que vous avez ouverts. Vous pouvez le personnaliser, c'est-à-dire que s'il y a des choses que vous voulez agrémenter à votre manière, vous allez pouvoir le faire. Il vous indique le mode, donc vous savez en fait à quel moment effectivement vous êtes dans ce mode ou pas. Et donc ça permet d'avoir vraiment plus de clarté au niveau de l'environnement. Autre chose, ça arrivait courant de l'année dernière, c'est de pouvoir recharger vos documents à partir du serveur, du cache ou du serveur. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir revenir à l'ancien enregistrement, que ce soit pièce, assemblage ou mise en plan, pour revenir du coup sur la version précédente, sans avoir d'un outil de gestion de données. Nouveauté aussi, c'était arrivé fin 2025, celle-ci, c'est lorsque vous allez déplacer par inadvertance sur un long déplacement des composants ou un composant, vous allez avoir une alerte sous forme de pop-up en vous disant attention, est-ce que c'est un mouvement involontaire ou pas? Et si c'est involontaire, revenir du coup à l'action précédente.
Je vais parler des recherches de commandes. Je sais que moi, je l'utilise pas mal, ce qui permet de se dire, bon, bah, au lieu d'aller fouiner et savoir où est la fonction ou la commande, bah, de passer en fait soit par les touches de raccourci ou en haut à droite pour y accéder. Et parfois, on indiquait par des termes, mais on ne trouvait pas la commande. Parce que le terme que nous, on imagine ne correspond pas en fait au terme de la commande. Là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est personnaliser en fait via vos propres termes. Donc, dans la partie personnalisation, vous allez tout simplement avoir une colonne dans laquelle vous pourrez indiquer les termes que vous souhaitez utiliser. Alors, ça, c'est pas mal, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions dessus en disant « Ouais, le 3D expérience, le problème, c'est que si j'ai une coupure Internet, comment ça se passe? Je perds tout mon travail. » Ils ont beaucoup travaillé dessus. Courant l'année dernière, on a vu arriver une première évolution de pouvoir travailler en mode hors ligne. Et là, on a ce qu'on appelle le mode hors ligne non planifié. Ce qui veut dire que vous travaillez en fait sur votre fichier. Et là, pouf, coupure Internet. Eh bien, vous allez être averti. Attention, vous n'êtes plus connecté au sein de la plateforme, mais vous pouvez du coup travailler en local. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir vous permettre à vous de travailler du coup en local. Et en arrière-plan, il va revenir rechercher s'il y a une connexion qui potentielle. Une nouvelle connexion. Et à partir de là, s'il trouve une nouvelle connexion, il vous indiquera que vous pouvez de nouveau vous reconnecter à la plateforme sans perdre votre travail. Ça, un petit rappel, SolidWorks Design Augmented. C'est la version qui est connectée en fait à la plateforme, qui est en permanence en communication avec la plateforme. D'accord, donc ça c'est voilà, quand il y a une déconnexion, il se met automatiquement dans un mode hors ligne. Les données sont enregistrées en local. Dès qu'on retrouve de la connexion, on réenregistre sur la plateforme. Ça enregistre. À savoir que le mode hors ligne, vous pouvez le garder jusqu'à 30 jours. C'est-à-dire que si, admettons, pour X raison, vous en avez besoin, c'est de se dire, voilà, je me mets en mode 30 lignes, vous avez 30 jours, et vous avez un compteur qui s'inscrit du coup à chaque ouverture. Autre chose, alors ça c'est déjà depuis quelques années, on pouvait personnaliser la spécification des noms, des intitulés dans l'arbre de construction à gauche, avec des éléments primaires, secondaires et tertiaires, où on pouvait mettre par exemple description, nom, peu importe, version. Là, ce qu'on va pouvoir le faire, c'est au niveau des propriétés du document. C'est-à-dire qu'on n'est plus au niveau de l'arbre de construction, donc c'est-à-dire une action individuelle, on va le faire au niveau des options du système, et donc ça aura une influence sur tous les éléments qui constituent ma structure. Donc ça veut dire que si je viens chercher un sous-assemblage de ma structure, il aura du coup ces options-là qui seront actives. Si je passe d'un poste à un autre, d'un collaborateur à un autre, en fait, on a toujours les mêmes réglages, quoi. On aura voilà. personnalisé pour tout le monde, quoi. Exactement. Un comportement par rapport à MySession. Donc MySession via la 3D expérience sur la droite, lorsqu'on a un assemblage qui peut être conséquent ou pas forcément conséquent, on a cet affichage avec le développement de tous les nœuds. Donc tous les nœuds, tous les sous-ensembles qui s'ouvrent avec cette vue. C'est pas forcément très clair et il charge l'ensemble. Là, ce qu'on va avoir, c'est de pouvoir lui dire que vous voulez ne pas tout charger. C'est une option que vous allez pouvoir du coup définir sur MySession. Et donc à l'ouverture, vous aurez l'ensemble des nœuds qui seront fermés, qui permettra d'avoir une structure plus claire déjà, et il n'aura chargé que le premier niveau. Donc ça va permettre déjà de gagner aussi en performance. Et le cas échéant, un peu comme le mode aussi gestion des grands ensembles dans SolidWorks, vous pourrez du coup développer le nœud et puis venir du coup être en mode résolu et charger les composants par la suite. Je vais me continuer sur la partie collaboration. Continue sur la partie 3D expérience et 3D expérience et SolidWorks. Hein. On l'a vu, donc les données, là, par exemple, sont remontées dans la plateforme. Qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je vais retrouver? On a parlé tout à l'heure d'IA. On a vu quelques exemples. Là, on voit un autre exemple voilà, de simplification d'un article. J'ai un article, beaucoup de détails. Je veux un résumé de tout ça. Et bien, comme on le disait tout à l'heure, en fait, vous avez Aura, là, le compagnon qui est directement intégré là, dans les conversations, par exemple. Hein. On pourrait imaginer une conversation qui dure depuis un petit moment et simplifiée. On va pouvoir, dans SolidWorks, poser des questions aussi à notre IA et lui dire, voilà, tiens, j'ai une question spécifique sur SolidWorks. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette IA, elle a une casquette SolidWorks, elle a une casquette SolidWorks Katia, et du coup, elle va apporter des éléments de contexte propres à SolidWorks, des détails qu'on n'aurait pas dans un chat GPT ou autre, quoi. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est connecté aux bases de connaissances, aux forums, etc. de SolidWorks. On va pouvoir aussi accéder dans l'environnement SolidWorks au forum justement des utilisateurs. Hein. Donc on reste dans notre environnement et là on peut poser une question, on va pouvoir discuter avec d'autres utilisateurs de SolidWorks dans le monde,
partager une demande et avoir des réponses, valider est-ce que c'est bien la bonne question, la bonne réponse à ma question. On aura en fait toutes ces informations qui seront directement disponibles, toujours dans l'environnement SolidWorks, donc on facilite l'usage de la solution. Autre amélioration, cette fois-ci sur le partage aussi. Vous avez vu apparaître pour les utilisateurs, toutes les personnes qui ont ce qu'on appelle les cloud services, donc les premiers rôles de la plateforme, qui sont intégrés dans les licences SolidWorks. Il y a un mode de partage vers l'externe. Et avant, on ne pouvait partager que les fichiers SolidWorks. Désormais, en fait, vous allez pouvoir partager aussi des fichiers neutres. Donc, je peux partager un step, je peux partager d'autres formats et les pousser sur la plateforme de partage, ce qu'on appelle le 3D Drive. Et ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas de SolidWorks, qui n'a pas de plateforme 3D Experience, il se connecte, il accède directement aux données, il peut les télécharger, il peut les visualiser. On va pouvoir aussi décomposer des fichiers avec des configurations. Vous voyez ici, j'ai un fichier d'assemblage, il y a plusieurs configurations, et finalement, moi, je veux gérer vraiment 2 fichiers distincts. Là, je vais avoir la possibilité de lui dire « crée-moi un nouvel assemblage ». Alors là, c'est les termes 3D Experience, on parle de Physical Product, c'est le terme de la 3D Experience, mais en fait, c'est un nouvel assemblage, et là, à partir uniquement de la configuration de telle dimension. Ça, c'est aussi une possibilité de décomposer des fois des fichiers avec beaucoup de configurations, ça peut être vraiment pratique. On va avoir aussi une meilleure intégration entre 3DX et les mises en plan. Donc là, on a un workflow de validation, d'accord ? On sait que ça a été vérifié par, c'est validé par, et après, il y a 2 ou 3 étapes de validation sur notre modèle. Mais en fait, toutes ces informations, on va être capable de les mapper dans notre cartouche pour qu'elles redescendent dans les propriétés du document SolidWorks. On va être capable de supporter aussi les éléments mécano-soudés. Une structure mécano-soudée qui est composée aujourd'hui d'articles de pièces soudées. Cette information-là, désormais, on est capable de la remonter dans la 3D Experience à l'enregistrement. En fait, on vient simplement cocher une option. Vous voyez que j'ai la liste des articles qui est présente. Et là, du coup, mon fichier qui auparavant était géré comme une seule pièce, je retrouve le détail de tous les articles et moi, je vais pouvoir gérer des nomenclatures, que ce soit des nomenclatures d'ingénierie, de fabrication. Ces éléments-là sont visibles et accessibles directement dans mon environnement 3DX. On va pouvoir intégrer aussi les fichiers Excel sur les familles de pièces. Il y a la possibilité dans les familles de pièces d'avoir un fichier Excel qui soit autonome. Certains clients ont un fichier Excel à côté et ils viennent renseigner les informations directement dans le fichier Excel et ça reconstruit le modèle SolidWorks. Aujourd'hui, en fait, c'est géré aussi dans la 3D Experience. Vous voyez, quand j'enregistre mon fichier SolidWorks, il intègre aussi le fichier Excel qui est à côté. Et ça veut dire que demain, même dans la 3D Experience, je peux accéder à mon fichier, le modifier pour que ça vienne mettre à jour ensuite mon fichier SolidWorks qui est directement lié. D'accord ? Donc ça, c'est des possibilités. On a de plus en plus de fonctions spécifiques SolidWorks qui viennent être gérées dans la 3D Experience. On a vu le mécano-soudé, la famille de pièces. On verra après un autre exemple. Là, on a un cas particulier. Vous voyez, j'ai ici une mise en plan d'un joint. Je lui ai affecté un numéro d'article unique. C'est le numéro d'article de mon ERP. Mais ce joint, en théorie, il a une version catalogue et il y a la version dans la vraie vie où en fait, il est déformé. Donc là, j'ai eu la possibilité de dire ce composant-là, c'est un composant déformable. Et là, dans l'environnement SolidWorks, j'ai une version déformée de ce joint-là. Et donc là, je vais être capable de dire cette pièce-là, en fait, elle est liée au composant déformable qui est l'élément de départ. Et là, vous voyez, je peux faire ma recherche par rapport à ce numéro unique. Et il va retrouver automatiquement l'élément. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, moi, dans la 3D Experience, quand je vais rechercher cet article, j'ai 2 résultats. Parce que j'ai une version déformée, une version déformable. Donc ça, c'est un mode de gestion aussi qui peut être intéressant. On va pouvoir aussi gérer les itérations. Jusqu'à présent, en fait, dans 3D Experience, on ne pouvait gérer que des révisions. Révisions mineures, majeures, mais on ne pouvait pas faire d'itération. Des fois, on ne veut pas forcément marquer une révision à chaque étape. Donc là, maintenant, vous allez pouvoir dire, OK, là, je teste, ça, je le garde, on ne sait jamais, je pourrais peut-être revenir dessus. Je crée des itérations, je les historise et je peux à tout moment revenir dessus. Là, on retrouve pour les utilisateurs PDM une fonctionnalité qui existe depuis longtemps. On avait la notion de version et de révision.
Là, on aura des itérations et des révisions dans la 3D Experience. On a parlé tout à l'heure aussi des tables de révision. Là aussi, en fait, les tables de révision, elles sont en local sur le poste de l'utilisateur, mais un point intéressant, un point important, c'est qu'en fait, on est capable ici de s'assurer que la table de révision qui est gérée en local, elle est toujours à jour par rapport au standard, au modèle qui est géré dans la plateforme. Donc ça, on a toujours aussi cette information, un lien qui a été créé au niveau de notre document. Et un des derniers points aussi, je vous parlais d'amélioration, c'est le support des composants intelligents. Donc là aussi, dans la 3D Experience, je suis capable de gérer des composants intelligents. Composants intelligents, c'est quoi? Vous voyez, j'ai positionné ma pièce, et là, je lui demande en fait, d'insérer des fonctions intelligentes. En fait, sur ce composant, je suis capable d'associer des fonctions automatiques d'enlèvement de matière. Je pourrais y associer des composants complémentaires. On pourrait imaginer qu'il y ait des vis qui se positionnent automatiquement. Bon, dans cet exemple-là, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais vous voyez, voilà, en positionnant l'élément, il est venu faire l'enlèvement de matière associé. Donc ça, on va vraiment faciliter ce travail. Là, c'est un composant qui va être géré dans 3D Experience. Dans les conversations, dans le côté échange, partage, on a la possibilité de créer des conversations dans la 3D Experience. Et dans cet environnement-là, on va être capable maintenant de mettre encore plus d'éléments. On va mettre une vue projet, on va pouvoir mettre les demandes d'amélioration, on va pouvoir mettre de la documentation. Dans un seul et même environnement, se dire, voilà, j'accède à la fois à la conversation dans laquelle j'ai les différents échanges entre les collaborateurs, j'ai ici directement l'accès au projet, j'ai la vue projet, j'ai accès aux demandes de modification qui ont été apportées, je retrouve tout dans un seul et même environnement. Et pareil, pour faciliter en fait, la collaboration, on a maintenant la possibilité de créer des groupes et de dire, tiens, si j'ai un message à envoyer par exemple à l'équipe design, au lieu de faire un @toto, @titi, machin, j'envoie tout directement sur l'équipe design. C'est quand même beaucoup plus simple en termes d'ergonomie. Et dernier point, le passage automatique dans des routes. Vous voyez ce document-là, je demande à ce qu'il soit validé. Il va automatiquement aller dans une route de validation. Donc 2 personnes qui vont faire la revue du document et une personne derrière qui va valider. Le document a été directement se mettre dans cette route de validation. Et une fois qu'on a été au bout de la route, le document passe automatiquement à l'état release. D'accord ? Donc ça, aujourd'hui, c'est des choses où on ajoute en fait la route sur le document. Là, on peut l'automatiser, demander systématiquement à chaque fois qu'il itère, qu'il se mette à jour. Et un dernier point, effectivement, là, quand on fait des recherches, quand on cherche un document, ce document il peut être rangé à plusieurs endroits. On va avoir la possibilité, quand on ouvre, quand on dit tiens, moi je voudrais le retrouver là, dans les différents signets que j'ai dans la plateforme, de dire dans quel contexte tu veux l'ouvrir, dans le dossier Vermeer, dans le dossier du projet Visiative. Et là, on va accéder directement au bon dossier. On ne va pas tomber au hasard dans l'un des 2 dossiers. On poursuit sur la gestion de données, oui. Avec le PDM qui continue d'évoluer. Un peu plus vieux que la 3D Experience. Merci. Donc PDM, alors ils auront revu certaines choses. Il n'y a pas toutes les nouveautés qui sont présentées, forcément. La première chose, c'est au niveau des recherches. Ils ont fractionné en fait les icônes pour avoir une recherche directe et une recherche sur tout ce qui est favori et antécédente. Ensuite, ils ont ajouté la possibilité de pouvoir faire 2 typologies de recherche. Une sous forme d'exactitude, c'est-à-dire que le résultat de la recherche est à l'exact de la rentrée de recherche. Et une qui a caractère générique implicite, où là, du coup, le résultat de la recherche inclut l'entrée de recherche. Donc ça veut dire un panel plus large en termes de recherche. Ça fait beaucoup de recherches. Ça fait beaucoup de recherches. Alors ça, c'est pas mal, puisque alors quand on a PDM, on a du coup la vue locale, donc chaque utilisateur a la vue locale, et on prend les droits d'extraction. Ça veut dire les droits d'écriture. Et donc, là, ce qu'ils offrent, c'est la possibilité de pouvoir venir synchroniser automatiquement les vues du coffre en mode local. C'est-à-dire, je travaille du coup sur des éléments, je fais des modifs. Guillaume, il se dit « Ah bah oui, moi j'ai besoin des éléments, elle les a pas archivés. » Du coup, il peut aller piocher depuis l'explorateur Windows ces informations et faire appel au transfert de propriété.
c'est-à-dire reprendre les droits alors que je n'ai pas encore archivé les informations sur le serveur. Et ça, du coup, pour échanger, ça va être plutôt pas mal. Alors là, c'est la prochaine amélioration. C'est plus en termes d'information. Au niveau de l'onglet du panneau que vous avez de PDM, ici, ils ont rajouté la possibilité d'avoir la révision dans l'onglet contient et utiliser dans, qui permettra d'avoir ces informations propres à chaque fichier. Alors ça aussi, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt en termes d'administration et aussi aux utilisateurs. Mais dans l'administration, on va pouvoir définir de donner l'accès aux utilisateurs sur des dossiers de niveau inférieur sans qu'ils aient les informations de l'ensemble des documents qui se situent dans les niveaux supérieurs. C'est-à-dire que jusqu'à présent, lorsqu'on voulait justement donner l'accès à des sous-dossiers, il fallait qu'on ouvre l'accès à l'ensemble des dossiers supérieurs, donc les dossiers parents. Là, on va pouvoir du coup leur donner accès vraiment au niveau enfant, sans qu'ils aient de visibilité sur les documents qui se situent dans chaque dossier parent. Là, je vais parler de PDM Web 2. Donc, PDM Web 2, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'utilisent. Chaque année, ils se voient aussi améliorer. Là, ils ont simplifié aussi l'interface, c'est-à-dire que lorsqu'on vient visualiser l'assemblage, on a revu tout ce qui est onglet avec l'ensemble des informations propres à l'ensemble des documents sur la droite. Et on a aussi la possibilité, au niveau des nomenclatures, d'avoir une vue nommée, ce qui va permettre d'avoir plus de lisibilité, de compréhension au niveau de la structure de votre assemblage et de replier aussi plus facilement justement ces éléments. Je reviens sur la partie admin. Donc, on a amélioré aussi tout ce qui est tâches de conversion, c'est-à-dire que lorsque on inclut des tâches de conversion dans les workflows, là, on a mis à jour tous les formats de fichiers ASIX, Parasolid, et puis aussi l'incorporation de fichiers e-drawing en format HTML. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que les drawings en format HTML, ça va vous permettre de récupérer en fait des liens et de lire ces documents via des navigateurs. Et le dernier point sur l'administration, c'est les workflows. Pour tous ceux qui utilisent pas mal de workflows, parfois on se dit j'aimerais bien en supprimer 2-3, mais vous ne pouvez pas, puisque c'est sous faute de legacy, vous avez des documents qui sont embarqués dans les workflows. Là, ce qu'on va pouvoir réaliser, c'est d'archiver en fait ces flux de travail. Donc vous pourrez du coup faire via un clic droit, archiver votre workflow tout simplement, et puis donc les garder sous forme d'archives, jusqu'au moment où si demain vous voulez les réutiliser, vous pourrez toujours les réactiver. J'en ai fini sur PDM. Je laisse la suite à Guillaume sur la partie simulation. On arrive, sur les sujets de simulation également, donc la simulation intégrée à SolidWorks et des améliorations notamment sur le traitement du maillage coque, avec notamment la possibilité d'avoir en fait des chargements déportés. Donc ça, l'intérêt de cette fonctionnalité, c'est de dire mon chargement il n'est pas appliqué directement sur mes points là, que l'on sélectionne, il est légèrement déporté, j'ai un bras de levier, et donc je veux en prendre compte. Et donc là, maintenant, on est capable d'en tenir compte dans un maillage coque. Alors, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est, mais la coque, c'est vraiment pour les éléments fins qu'on utilise ce type de maillage. Autre point d'amélioration, les messages d'erreur. Combien de fois on a des messages d'erreur, on ne comprend pas ce qui se passe. Là, ils ont amélioré en fait l'ergonomie. Vous voyez, il manque un matériau sur certains composants, c'est clair. Ils me donnent même la référence des éléments qui sont concernés. Je fais ma recherche, j'applique un matériau dessus, je relance et mon étude va au bout. D'accord ? Donc là, on va faciliter la lecture, l'interprétation des différents résultats. Nouveau tracé disponible aussi dans les déplacements, la possibilité d'avoir un déplacement en rotation. Donc visualiser quel est l'angle que je peux avoir sur mon modèle. Auparavant, il fallait trouver des petites astuces. En fait, il fallait passer par un système de référence. Il fallait connaître l'option. Là, on a directement le menu. C'est quand même beaucoup plus simple à exploiter et on a l'information directement dans SolidWorks. Autre point intéressant, donc là, je vous parlais des coques. En fait. Les coques, donc, vous voyez, là, c'est la partie tôlerie. L'idée, c'est de dire je ne calcule pas l'épaisseur, je fais une peau et je fais mon calcul. Là, dans notre cas, la société Vermeer, ils font des choses assez costauds. Quand on fait de la coque, on peut demander à ce que ce soit une épaisseur mince ou une coque épaisse. On a la possibilité maintenant dans les options de dire par défaut, moi je fais toujours des choses assez robustes, donc je veux que mes coques elles soient épaisses. Donc là on va faciliter le traitement encore une fois, si on fait toujours ce type de maillage, on va être beaucoup plus efficace. Vous voyez dans le résultat, on a vraiment en fait qu'une représentation de la peau sur le modèle, c'est pour des questions de performance qu'on fait ce type de maillage.
Et dernier point également, dans les études de vibration, de dynamique, la possibilité de récupérer des valeurs au niveau des connecteurs, ce qu'on n'était pas capable de faire. On était capable de sonder certaines informations sur le maillage directement, mais au niveau des connecteurs, on n'était pas capable de le faire. Donc là, par exemple, sur un des connecteurs axe, je vais être capable de lui demander récupère-moi en fait la réponse. Là, on a fait une sollicitation sur une certaine plage. On lui a dit voilà, sur telle fréquence, je veux faire une sollicitation. J'identifie mon mode propre et donc je récupère ici directement la force associée à la sollicitation qui a été exercée. Des améliorations, alors cette fois-ci sur le maillage poutre, c'est un autre maillage pour les éléments élancés comme sur cette structure. Là aussi, en fait, vous allez pouvoir gérer des masses à distance. Là, vous allez pouvoir gérer une force et l'appliquer soit au niveau du corps, soit dire que c'est réparti sur l'ensemble des éléments, soit dire que c'est par unité de longueur. Et là, vous allez pouvoir spécifier est-ce que c'est par unité de longueur, par item ou total. Donc, beaucoup plus de réglages, facilité dans la définition en fait, de notre étude au travers de ces différents cas de charge. Vous voyez, pareil, une simplification où en fait, j'ai un gros cylindre qui représente ma poutre telle qu'elle est dans la réalité. Sur les études aussi sismiques, on va avoir la possibilité de faire des chargements à distance. Donc là, même cas que dans la coque, j'ai un chargement, j'ai une masse en fait, qui doit être représentée au-dessus. Avant, j'étais obligé de modéliser quelque chose. Là, je spécifie un centre de gravité, le poids en fait, de ma machine, par exemple, qui serait supporté. Et derrière, je vais pouvoir lancer mon étude sismique et regarder mon comportement lié à ce chargement qui va inclure forcément un ballot qui sera plus important. Et sur la partie flambage, la possibilité d'exclure des valeurs négatives. Typiquement, voilà, j'ai une structure, j'ai un effort qui est appliqué sur la partie haute dans une direction. Bon, le savoir qu'il y a du flambage qui est dans la direction opposée, ça ne m'intéresse pas forcément. Donc moi, j'ai la possibilité maintenant dans mes options d'exclure ce type de résultats et de n'avoir que les résultats positifs pour voir quels sont les facteurs de flambage qui vont créer un problème sur ma structure. Et pour finir sur la partie simulation, SolidWorks Plastic, qui est l'outil en fait, de rhéologie en fait, dans SolidWorks. Première nouveauté, l'intégration en fait, de nouveaux matériaux. On va avoir des matériaux complémentaires qui vont être disponibles dans la base. On va avoir aussi des gains de performance de l'ordre de 15 à 30% en fonction des types d'études que l'on va pouvoir réaliser dans SolidWorks Plastic. On va aussi avoir une amélioration sur la lecture des résultats quand on fait des tracés de remplissage. Donc là, vous voyez, j'ai un point d'injection, le gros point rouge au milieu, j'injecte ma pièce et j'ai des zones qui ne se remplissent pas. Donc là, je vais avoir visuellement la possibilité d'isoler toutes les zones non remplies. Et quand on a des zones massives comme ça, on les identifie assez facilement. Quand on a des zones un peu plus petites, là, ce tracé-là, il permet quand même d'identifier plus facilement les zones qui n'auraient pas été remplies et où il va falloir retravailler. Autre amélioration aussi sur la partie évent. Vous voyez ici, j'ai une montée en pression parce que je n'ai pas suffisamment d'évents sur mon modèle. Auparavant, c'était uniquement les évents, on pouvait les placer uniquement sur des sommets. Désormais, je vais pouvoir les placer sur des arêtes et du coup laisser l'air s'échapper, avoir une montée, réduire la montée en pression dans mon moule, donc une meilleure définition en fait, de mon étude dans SolidWorks Simulation. Donc là, on voit, on a appliqué sur toute l'arête et la pression est bien moindre que ce qu'on avait dans la première itération. DriveSight. On arrive, le meilleur pour la fin. C'est le meilleur pour la fin. On est un peu short au niveau du timing, on peut encore déborder 5 minutes, je vois personne, on est dans le noir. Là. Bon, DriveSight. Allez, vas-y. Allez, j'y vais. Donc, au final, chaque année, il y a toujours son lot d'améliorations sur DriveSight. Là, ce qu'ils ont pu revoir, c'est vraiment la home page, un peu du même principe que SolidWorks, avec différents onglets, dont un qui va permettre d'accéder à l'ensemble des documents récents,
avec un filtre de recherche pour les retrouver plus facilement s'il y en a beaucoup. Et puis tout ce qui est e-learning, c'est-à-dire qu'ils mettent à disposition des ressources, des tutoriels, pareil sur une page principale. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est les setups avec tout un lot de palettes et de paramétrages que vous pouvez aussi personnaliser par vous-même, voilà, pour vraiment adapter cette homepage. Du même principe, ils ont ajouté un onglet avec de nouveaux paramètres, ce qu'ils appellent le Power Tools, qui va permettre d'accès plus rapidement à certains applicatifs et vraiment, encore une fois, d'accélérer le flux de travail avec facilité. Ils ont vraiment repensé cette barre d'onglets à différents niveaux pour la travailler, qu'elle soit ergonomique. Du même principe, vous allez avoir la possibilité d'utiliser des multifenêtres, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs moniteurs, vous pourrez ouvrir vos différents fichiers et puis les visualiser dans des moniteurs différents, sur chaque moniteur tout simplement. Au niveau des onglets aussi, ça a été revu, puisque là, on va retrouver en fait des paramètres sur tout ce qui est répétition, et vous aurez du coup un onglet contextuel par rapport à cette gestion des répétitions, qui permettra d'alléger un petit peu le travail par rapport à ce qui était possible avant, et de mieux manipuler aussi ces fonctionnalités. Et du même principe, ils l'ont ajouté pour tout ce qui est hachure et dégradé, qui permettra d'aller chercher, d'avoir cette vision dans les onglets supérieurs. Alors ça aussi, je ne sais pas si ça peut vous arriver à certains d'entre vous. Là, on va pouvoir du coup importer des fichiers au format ECW. Ça, c'est un format du coup hexagone qui permet d'ouvrir des fichiers sous forme principalement satellites, qui sont souvent lourds. Donc ça, c'est un format compressé qui va permettre d'exploiter des images en grande échelle facilement dans DriveSight pour revenir du coup enrichir les informations et les traiter avec facilité pour tout ce qui est environnement un peu ce qu'on appelle SIG, donc des systèmes d'information géographique. Et le dernier, c'est le module BIM, c'est-à-dire que là, on va pouvoir importer des fichiers au format RVT et IFC. Donc on utilise vraiment dans les environnements BIM, de manière à venir les exploiter avec plus de facilité dans DriveSight, notamment pour faire tout ce qui est plan d'étage 2D, comme on peut le voir ici, et d'y adosser en fait des informations complémentaires. Donc voilà ce qui termine les nouveautés 2026 et 2025 un poil. 2025 et 2026 du coup. Ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a fait un top 10 avec Guillaume. Ouais, après chacun sera juge finalement. Dire quelle est la nouveauté que vous avez préférée. Nous, voilà, on a listé effectivement quelques nouveautés qui nous plaisaient bien. On a vu l'arrivée de l'IA, d'autres points qui étaient vraiment intéressants. J'espère que il y aura plein de choses à retenir de cette présentation.